Fidèles téléspectateurs de la chaîne Tourampienne TV, bonjour, c'est votre émission Grand Débat Politique. Je suis à la présentation de cette émission Dovia Mouvunga Floribert. Dans ces studios, sur ce plateau, nous allons accueillir un enseignant, Élisée Kasereka Mateso, enseignant et chef de travaux en relations internationales à l'université officielle de Rwenzori IOR. C'est avec lui que nous sommes dans ces studios et sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons pouvoir analyser le discours du président de la République sur l'état de la nation. Un discours que le président de la République a formulé donc, en réunissant les deux chambres réunies en congrès, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation congolaise le vendredi, le mercredi 11 décembre 2024 à ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Dans son allocution, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a déclaré que la question sécuritaire constitue un défi majeur à la République démocratique du Congo. À la République démocratique du Congo, malgré les avancées significatives observées dans le traitement des différents problèmes, il a souligné que la RDC fait aujourd'hui face à l'agression des rebelles du mouvement du 23 mars M23 qui impacte négativement sur la stabilité nationale, le développement de la vie socio-économique. Malgré les progrès réalisés dans plusieurs domaines, la question sécuritaire demeure un défi majeur. Notre pays reste confronté à des rébellions persistantes, dont l'agression de l'armée rwandaise et des terroristes du M23 à travers la stabilité, donc les terroristes du M23 qui entravent alors la stabilité nationale, le développement et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ces ennemis de la République démocratique du Congo continuent d'occuper une partie des territoires nationaux, notamment Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, et Lubero, donc Lubero, le territoire de Lubero, provoquant un afflux massif de déplacés internes. Aujourd'hui, près de 7 millions de Congolais vivent loin de leur foyer, faisant la République démocratique du Congo l'un des pays les plus touchés au monde par ce drame humanitaire. Je tiens à réaffirmer que nos efforts pour leur porter assistance et protection ne s'affaibliront pas grâce à la détermination de nos forces armées et au soutien de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Nous avons repoussé l'agresseur et leur supplétif qui comptaient sur une victoire facile et immédiate. Faisant savoir le président de la République, dans la foulée, le président de la République démocratique du Congo a saisi cette occasion pour saluer l'implication du président de la République de l'Angola dans le processus de la restauration de la paix dans la partie est du pays, un plan que le chef de l'État estime approprié pour l'efficacité des forces loyalistes sur terrain. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au président Joao Lourenço de la République de l'Angola pour son engagement résolu en tant que médiateur dans la quête de la paix à l'est de notre pays. Je remercie également la SADC qui vient de renouveler d'une année
le montant de sa mission en République démocratique du Congo, Samir RDC, témoigne ainsi de son attachement aux principes de sécurité collective et de son appui dans les processus de pacification, l'opérationnalisation du plan de programmation militaire lancé l'an dernier est poursuivi cette année, rentrant nos forces armées efficaces sur terrain. J'ai la conviction que cette approche contribuera à rétablir définitivement la paix et à préserver l'intégrité territoriale de la nation. C'est aussi l'occasion de s'allier la mémoire de nos vaillants militaires, nos forces de résistance, les Wazalendo et les soldats des pays tombés pour défendre l'intégrité de notre territoire, ainsi que celle de tous nos compatriotes injustement fauchés par la guerre, la violence, la maladie ou les calamités naturelles. À leur honneur, le président de la République a évité à l'Assemblée de s'élever pour observer un moment de silence et pour honorer les mémoires de tous ses compatriotes. Il s'y est de noter que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a prononcé son premier discours sur l'état de la nation depuis son accession au pouvoir de son deuxième mandat depuis son investiture le 20 janvier 2024. Alors, Monsieur Mateso, quelle est votre analyse globale par rapport au discours du président de la République au niveau de deux chambres réunies en congrès pour se prononcer sur l'état de la nation? Merci. Ça, c'est un discours fleuve. Mais permettez-moi d'abord de saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et aussi vous remercier personnellement, vous qui êtes le journaliste de cette chère radio, télévision, parce que c'est peut-être la première fois que j'interviens ici au niveau de cette radio. Mais ce qui est intéressant, c'est que les législateurs congolais ont prévu l'état de la nation dans l'arsenal juridique congolais et surtout au niveau de la Constitution. Et c'est un exercice légal auquel tout le président de la République doivent s'y conformer. Et donc aujourd'hui, le président n'est pas le premier à faire cet état de la nation. Et le prédécesseur Joseph Kabila aussi s'y est conformé. Et d'habitude, c'est exactement vers la fin de l'année qu'ils sont toujours intervenus. Mais sinon, actuellement, on constate que l'état de la nation tel que prévu, peut-être, le législateur n'a pas circonscrit comment cela doit aller. Parce que j'ai l'impression que quand on fait l'état de la nation, on a tendance encore de parler de n'importe quoi. Mais moi, j'aimerais évoluer que quand on parle de l'état de la nation, primo, qu'on dise ce que nous avons vécu pendant toute une année, parce que c'est annuel. Qu'on dise, voici ce que nous avons connu, qu'est-ce que nous avons gagné, qu'est-ce que nous avons perdu, quelles sont les avancées, quelles sont nos faiblesses. Donc c'est un discours bilan. C'est un discours bilan, l'état de la nation. Et dans l'état de la nation, on doit dire là que nous sommes, qu'est-ce que nous faisons actuellement, et exactement faire une projection vers l'année suivante. Et le mal maintenant qu'ils ont quand même fait ça, mais vous trouvez, même si c'est un discours fleuve, on constate que les ministres ou les différents chefs de secteur ne s'approprient pas le discours. Parce que nous avons déjà fait 5 ans. Et pendant ces 5 ans-là, on a tendance que tout ne marche presque pas. Et ça, c'est pas moi qui le dis, d'autres qui voient
ils ont tendance à dire qu'il y a un problème. Vous savez pourquoi les auditeurs de ces fameux discours ne sont plus aussi nombreux avant. Actuellement, ils sont en train de suivre de manière directe parce que même l'essence de ces discours qu'avait ou encore promesses. Et j'ai identifié, je crois, la promesse orientale, il doit être peut-être l'Itourie, qui a fait une étude sur les promesses qui sont toujours tenues par le président de la République, malheureusement des promesses qui sont toujours réalisées à 10%. Le 100%, il réalise les 10%. Ce qui fait que les auditeurs ont tendance encore à croire qu'il va encore donner des promesses. Les promesses sont très alors, on a tendance que les gens ont déjà cette sorte de routine et ils n'ont plus l'amour qu'il faut corriger si ça peut se faire. Parce que plus vous parlez trop et que vous réalisez les 10% de ce que vous dites, vous avez tendance, n'est-ce pas, à mettre ceux-là qui avaient déjà désiré de s'écarter. Et cela, c'est dans le temps. Dans le temps, parce que plus vous êtes ici en train de donner ces discours, il y aura beaucoup de... Et s'ils ne réalisent pas surtout, il y aura des gens qui vont toujours fuir le fameux débat ou disons le discours qu'il a toujours prononcé. Donc voulez-vous dire qu'il y a un problème dans la façon de communiquer du président de la République parce qu'on a tendance à croire qu'il donne trop de promesses que de réalisations sur terrain. Dans la communication, et en tout cas sur le plan de communication, le président, c'est vraiment un grand orateur. Il parle bien français, quand vous allez le voir, vous avez tendance à croire que vraiment il a fait de bonnes études et c'est quelque chose de positif pour les Congolais. Parce que nous, les Congolais aiment trop parler et ça c'est un point positif. Mais la question c'est la réalisation de ce qu'il dit. Parce que la parole n'est qu'une parole quand elle se traduit en acte. Et donc, lui, quand il parle, étant que le chef de l'État, garant de la nation, il faudrait que les différents ministres puissent s'approprier chacun de paroles ou de promesses qui ont été lancées dans ce secteur pour que dans la suite, on voit que l'état de la nation tel que ça a été donné par le président de la ça a été respecté. Et aujourd'hui, nous avons encore ce problème-là. Et si maintenant on peut aller au niveau du secteur de la sécurité, et c'est là que le bas a toujours blessé. Même si il y a certaines analystes ou d'autres qui perçoivent que la façon dont il est en train de gérer la question de sécurité, par exemple à l'est de la RDC, c'est la meilleure possible. Parce qu'il y a d'autres qui vous diront qu'à une année, le même, disons, le Rwanda, associé à l'Ouganda, ont envahi la RDC, ils sont allés renverser Mobutu, une année d'Iran, et les M23, avec les M23
première apparition, sont arrivés à gagner, non pas un territoire comme ils ont fait aujourd'hui. Pendant une année, presque une année, on les a encore défaits. Mais vous voyez, pendant 2 ans, ils ne parviennent pas à prendre toute une province. Et c'est là que donc ils ont du mal à avancer. Ils ont du mal à avancer et on dit que c'est un aspect positif qu'il faut avoir à ce niveau-là. Mais le problème est aussi de l'autre côté. On ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Ça veut dire exactement que même si vous dites qu'ils n'ont pas avancé comme ils l'ont fait dans l'ancien temps, et alors que vous êtes malmené, ou même si on a pris 2 centimètres de votre territoire, vous n'allez pas dire parce qu'il vient de faire dans ces 2 centimètres et 3 ans, ça pour autant progresser, alors je vais dire que j'ai bien géré. L'objectif d'un État, c'est de chasser l'ennemi. L'objectif des forces armées, c'est de faire plier vraiment les ennemis. Et alors, aussi longtemps que nous sommes sur ces volets, nous aurons toujours des difficultés de faire convaincre certains analystes ou certains intelligents qui vont voir plus loin que ce que nous voyons nous. Ce n'est pas à cause des démarches diplomatiques qui retardent en fait à ce que les rebelles campent toujours dans leur position initiale, parce que quand même il y a des démarches diplomatiques au niveau international, notamment avec ce qui est en train de se passer à Nairobi et à Luanda. Ce n'est pas ça qui tarde vraiment, c'est que les rebelles évacuent complètement le territoire national. Aujourd'hui, et la question de Luanda, elle est aussi à analyser à profondeur. Vous voyez, des côtés, les gouvernements ont pris l'option de dire, moi je vais travailler ou je vais dialoguer avec Kagame. Or, les M23 se disent congolais. Kagame dit ne pas appartenir au M23. Comme conclusion du syllogisme, quand nous faisons un dialogue avec Kagame, nous faisons un dialogue seulement avec Kagame, comme on l'a dit, ok? Exactement, c'est ça la logique même de Kinshasa. Et la conséquence, c'est que les M23 à leur côté diront qu'ils n'ont jamais reconnu l'accord de Luanda. Ce qui fait que, et ils diront, vous avez dialogué avec Kagame, vous n'avez jamais dialogué avec le M23. Et pourtant, le gouvernement congolais pointe du doigt M. Kagame comme l'élément moteur, comme le tireur de ficelle. Exactement. Mais ils disent qu'ils ne vont jamais dialoguer avec le M23. Je vais vous montrer que quand il s'agira de dialoguer avec Kagame, les M23 de leur côté diront qu'ils n'ont jamais eu un dialogue quelconque avec le gouvernement congolais, et la conséquence logique sera telle que le M23 va continuer toujours à déstabiliser la RDC. Donc les accords qui vont être signés entre le président rwandais et le président congolais n'auront pas directement des effets sur le M23. Ils auront des effets directs sur le M23 si réellement le Rwanda pourra exactement désengager ses troupes sur le territoire. Mais si le M23 a encore peut-être d'autres financements ailleurs, il faut continuer avec cette élite-là. Voilà un peu le piège qu'on peut trouver dans cet accord de Luanda. Mais alors, le point positif de Luanda, c'est quoi? Le point positif de Luanda aussi, c'est de aussi inclure le gouvernement rwandais dans le M23, parce que il va dire comment toi tu as été à mesure de signer avec le gouvernement pour un conflit que toi-même tu n'es pas auteur. Le M23, mais tu as quand même accepté que tu vas désengager tes troupes. Ça veut dire que de manière tacite, tes troupes sont le M23. Voilà l'aspect positif de cet accord. Si
exactement, le Rwanda peut aller jusqu'au bout. Alors, Donc, il y a une sorte de cacophonie dans cette situation des M23 parce que Corneille Nangaa lui aussi, il est là avec son AFC. Alors, où situer, où on peut les situer entre ces deux courants-là? En fait, les 1-23, ce n'est que les FC. Les FC, vous savez, la façon dont Corneille Nangaa, avec son AFC, a rejoint les 1-23. Et exactement, c'est aussi un petit problème de logique que nous avons parce que il y a des accords qui ont été passés entre l'AFC et M23. Et malheureusement, nous ne savons pas s'il faut chaque fois parler de M23 ou s'il faut parler de AFC. Mais d'habitude, c'est comme si depuis qu'il y a eu cet accord, l'AFC a pris l'arène ou le pouvoir sur les M23. Et comme le gens était déjà habitué à ce langage de M23, ce qui fait que tout le jour, nous parlons quand même de M23, mais logiquement, ce sera l'AFC qui serait à la table. Alors, ça, c'est une façon aussi de distraire l'opinion, mais c'est aussi une coalition dans laquelle les acteurs ont voulu mettre leurs forces ensemble pour que, n'est-ce pas, ils aient plus de force et de continuer à pousser le gouvernement peut-être vers le dialogue qu'ils ont tant chanté, qu'ils veulent avoir, obtenir auprès du gouvernement. Et puis le gouvernement congolais a campé sur sa position de ne pas négocier avec les M23 d'ailleurs qui avait été qualifié comme un groupe terroriste. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement d'ailleurs n'a jamais accepté de travailler avec l'FC ou M23 comme nous voulons dire. Et pourquoi? Parce que exactement ils avaient déjà qualifié ça des groupes terroristes. Je ne sais pas, vous êtes en train de suivre les procès qu'il y a à Kinshasa. Je crois qu'il y a déjà 5 qui seront condamnés et pour le compte exactement de ce dossier M23. Et donc pour eux, s'il y avait par exemple, n'est-ce pas, dialogue avec l'AFC ou M23, alors ces procès seraient retardés de telle manière qu'on puisse aboutir au résultat qui est de Luanda si on faisait un dialogue avec les M23. Mais vous voyez qu'ils ignorent. Ils ignorent complètement les M23, ils les condamnent. S'il y a à exécuter, on va les exécuter. Ce qui fait que à la suite, quand on va les exécuter, le Rwanda continuera avec sa démarche au niveau de Luanda et ces gens ici peuvent être exécutés. Il y a la peine de mort qui a été requise pour eux et donc on peut même les tuer, on peut les pendre comme au lever. Alors ça, ce n'est pas exacerber la situation, donc les rendre plus complexes. Complexe à quel niveau? Parce que si ils disent qu'on accepte, ça veut dire que sinon dans les dialogues, le Rwanda reconnaît que exactement ils sont supplétifs au M23. Mais jusqu'aujourd'hui, même si au tiers autant de M23 ou même des généraux qui sont en train d'être tués dans le M23 qui sont rwandais, les Rwandais fait fi. Fait fi parce qu'il connaît qu'il ne peut pas se voiler à la face du monde qu'il y a cela. Alors, mais dans ce conflit-ci, quel est l'autre volet que j'ai aussi apprécié, c'est qu'il y a eu la ministre des Affaires étrangères. Je crois qu'elle s'appelle Thérèse. Thérèse Agné. Elle a eu un discours vraiment offensif, un discours diplomatique que vraiment, personnellement, moi j'ai apprécié parce qu'il a exactement appelé chaque chien par son nom. Il a démontré que le Rwanda n'a pas et ne peut pas se prévaloir de vouloir intervenir en RDC parce que ils veulent, selon leur dire, vouloir défendre une minorité, groupe ethnique et minoritaire ou marginalisé. Parce que, en fait, comme lui, selon ses propres logiques
de Kagame, la logique kagamienne, comme eux, ils le voient chez nous, la paille qui se trouve dans notre œil, de la même manière, ils ont des pailles dans leurs yeux au niveau du Rwanda. Mais est-ce que cela va-t-il permettre à un État, même si c'est au nom du droit international et humanitaire de s'ingérer, est-ce que cela va obliger à un État d'aller directement attaquer le Rwanda? Intervenir militairement dans un autre territoire. On vous dit par exemple, le Rwanda est majoritairement occupé de presque 3 ethnies. Il y a les Tois, il y a les Hutus, il y a les Tutsis. Mais ce sont les Tutsis qui sont presque 10%, qui occupent presque tous les postes stratégiques du gouvernement rwandais. Ce qui fait que si cela est tel que, ça veut dire que même les Hutus peuvent dire qu'ils sont marginalisés. C'est donc une majorité minoritaire. Je ne sais pas si cela va passer dans le langage de nos téléspectateurs. C'est une majorité minoritaire qu'il faut aussi sauver de cette manière-là. Parce qu'ils ne prennent pas, ils ne gagnent pas des dividendes du pays. Ce sont eux qui payent l'impôt, ce sont eux qui sont... Donc il n'y a pas répartition équitable selon exactement les ethnies. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher pour le Rwanda. Mais est-ce que cela donne directement échec à blanc pour que le pays X puisse intervenir au Rwanda et commencer à dire alors vous qui êtes de Tutsi, ça ne passe pas. Et donc aussi longtemps que le Rwanda continuera à donner ces alibis-là, en tout cas il sera en train de se tromper. Je crois, pour être simple sur la scène internationale, même si l'hypocrisie semble être la règle, il faudrait que le Rwanda dise clairement que moi je suis en train de chercher tel aspect. Parce qu'au-delà de la minorité, ils disent qu'il y a des FDLR. Mais ils ont eu la grâce, ou cette chance même-là, de venir chercher les FDLR à l'époque de Kabila. Et d'ailleurs, ce qui a fait sauter la tête des Khmers au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous trouvez que ça, c'est encore des alibis. Et le mal aussi rwandais, parce que c'est un mal rwandais, il faut qu'on le qualifie comme ça, c'est qu'il y a des FDLR qui ont été rapatriés au Rwanda, mais subitement, les mêmes FDLR sont revenus par la fenêtre et encore entrés au niveau de la RDC. On ne sait pas. La première des choses, c'est que la communauté internationale a essayé d'organiser ces rapatriements-là. Vous vous souviendrez que même au niveau de la radio Okapi, il y avait l'émission appelée Boutaouka, où je ne sais pas si ça continue. On était en train de mobiliser les combattants FDLR. Oui, on les sensibilisait. Et beaucoup de combattants ont adhéré à l'option et ils sont allés au Rwanda. Mais subitement, par cette gestion, comme je le disais, l'hégémonie toute sur les autres, ils ont été obligés soit de fuir ou même être encore utilisés contre le Congo. Parce que c'est le seul moyen de vivre. Donc, vous ne pouvez pas vivre très bien au Rwanda, mais on a tendance à croire que quand vous passez encore, le régime vous oblige d'être encore un élément qui va l'aider encore à conquérir assez de terres au niveau de la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi vous trouvez que chaque fois qu'il y a une contrée conquise, et il y a de nouveaux mouvements de population, il y a de nouveaux venus qui vont arriver. Le président de la République l'a évoqué dans son discours. Il y a des mouvements de population. On ne sait pas d'où les populations d'où elles viennent. Ça veut dire que ça c'est ça a fait une machine bien montée par Kagame pour que, n'est-ce pas, il puisse amener
la surpopulation qu'il peut avoir au Rwanda vers les zones conquises. Malheureusement, ça devient encore des chairs à canon. Et vous voyez, vous amenez d'abord des gens que vous d'abord transformez, parfois même comme des combattants. Et quand vous venez de les transformer comme des combattants, vous les amenez dans des zones conquises, malheureusement, couper encore tuer quand vous allez, quand l'armée va encore arriver là-bas. Et vous trouvez que ça, on peut dire que Kagame ou le Rwanda, c'est donner des leçons à quel niveau? Donc voilà comment la question sécuritaire, alors, elle est en train de se gérer sur la scène, sur cette scène d'abord, à commencer par Luanda, jusqu'à arriver même dans les Rutshuru. Et ce qui est un peu positif, c'est que quand même, le président a associé le Wazalendo, qu'il faut un travail de titan, parce qu'il faut ce qu'ils peuvent faire. Et le grand problème peut-être c'est comment les équiper, comment les former et comment peut-être les nourrir. Parce qu'il en fait, y a beaucoup de mots qui rongent encore revenons sur la motivation du Rwanda. Quand le Rwanda organise ce mouvement-là de rébellion sur le territoire national congolais, quel est ses visées? Il vise quoi concrètement? Un territoire, les richesses congolaises ou c'est comment? Le Rwanda a plusieurs objectifs. Plusieurs. On ne peut même pas dire que c'est seulement économique. Le Rwanda vise d'abord le minerai. Ça, c'est connu. Depuis que Rubaya existait, Rubaya est devenu Rubaya. Le mine, je crois, de quel minerai, Rubaya, c'est Rubaya. Surtout les minéraux à 3T. À 3T, tantine, de machin. Cuivre, puis, alors, et ça, c'est un. Deux, le Rwanda a tendance à croire à ces accords de l'Emera. C'est-à-dire, il faut céder, je ne sais pas, 300 km à vol d'oiseau de la frontière. Il pense. Alors, quand on dit vous allez céder, ça veut dire il pense à accueillir ou avoir ces territoires. D'ailleurs, le président Rondel avait évoqué qu'il y a une partie de ce territoire qui est au Congo. Malheureusement, il se trompe parce qu'il y a des archives dans les musées à Tervuren, au niveau de la Belgique, où on peut tout avoir. Ok, la fameuse ethnie de Banyamulenge, ça n'existait pas. C'est pas moi qui le dis. C'est même au niveau qui le disent, qui le prouvent. Et donc, vous voyez cet élément-là. Donc, il croit encore au fameux accord de l'Emera. Ça, c'est pour qu'on cède une partie. Troisième objectif, le Rwanda veut toujours déverser tout ce qui est maillot faible ou déchet de son armée dans notre armée. Pourquoi? Parce que une fois qu'on déverse dans notre appareil sécuritaire des éléments rwandais, les Rwandais viennent avec le consigne, avec la morale selon laquelle il faut qu'ils informent au quotidien, à chaque minute, l'appareil sécuritaire rwandais. Et ce qui fait que même si nous prenons une décision, ou le Congo veut prendre une décision sécuritaire contre le Rwanda, et quand même avant même de lancer l'opération, le Rwanda peut vous dire tout simplement, attention, moi je connais ce que tu veux faire. Il y a déjà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc c'est pour essayer de fragiliser davantage notre armée pour que nous soyons toujours le maillon faible de cette planète et surtout de ce continent qui est africain. Pourquoi dans cette question on évoquerait que le Rwanda, alors que d'autres analystes politiques pointent du doigt aussi l'Ouganda? Oui, l'Ouganda, on ne peut pas aussi l'excuser. Parce que vous voyez, Bunagana, c'est une frontière aussi ougandaise. Mais vous trouverez que l'Ouganda travaille à connivence avec le Rwanda. Ce sont des ongles. Je crois, dans les parentés.
on trouvera que exactement Kagame, d'abord, c'est le petit frère de Museveni, parce que Kagame a été formé dans l'armée ougandaise. L'IPDF. L'IPDF, oui, c'est vraiment lui. Et c'est avec comme peut-être cadeau qu'on a dit, comme tu viens de m'aider, je vais aussi t'aider à renverser le régime rwandais. Ils ont fait ça et ils ont réussi. Alors, vous imaginez quand on est arrivé à l'AFDEL, et l'Ouganda est arrivé ici, le Rwanda est arrivé ici, en passant par des mouvements rebelles, l'RCD Goma, et l'autre va venir via l'RCD KML, et il va aller se battre au niveau de Kisangani. Donc, ça passait par cette histoire douloureuse soit-elle. On constate que le Rwanda, quelque part, a divisé. Parce que, vous imaginez, à part ça, il y avait déjà au niveau de Bunagana, même dans des zones conguises, il y avait certains éléments ougandais qu'on pouvait trouver encore en train de déambuler sur le territoire congolais. Et cela pouvait faire beaucoup de remous, jusqu'à ce que même on ne pouvait pas comprendre comment les généraux ougandais pouvaient faire des déclarations contre la RDC, alors que le même général est en train de venir avec l'IPDF pour le compte de neutraliser les ZDF. Vous voyez cette machine-là. Alors aujourd'hui, quand ils disent nous vous aidons, ok, exactement, c'est sur demande congolaise qu'ils sont arrivés au niveau de la RDC. De la RDC, pour faire face à l'EDF. Oui. Alors, quand ils sont en train de chasser les ADF, ok, l'objectif c'est que d'abord, on veut sécuriser, on veut d'abord chasser les ADF loin de la frontière ougandaise. Ah bon, s'ils n'ont pas l'objectif de neutraliser complètement l'ADF? Quand ils vont finir, d'abord l'ADF sur leur territoire, ok? Pourquoi ne pas neutraliser les ADF sur leur territoire? Ils ont fait parce qu'ils n'ont pas été neutralisés. Alors la logique actuelle, c'est que ils veulent neutraliser ceux-là qui sont neutralisables et chasser les reliquats, les résidus loin de la frontière congolaise. Alors, vous savez, depuis qu'ils ont commencé cette opération, il y avait, je crois, une école ougandaise qui a été victime de ces ADF. Des attaques des ADF. Et depuis lors, ils se sont donnés, ils se sont mobilisés. Voilà. Et je crois, on ne peut plus parler des ADF vers Kassindi, etc. Mais par contre, on a tendance à parler des ADF vers Mangurujipa. Dans les territoires de Lubero et même à Ituri. Si vous voyez, c'est là qui ont cette géopolitique ou la géographie même de la RDC et l'Ouganda, vous trouverez des kilomètres de la frontière ougandaise vers Mangurujipa où maintenant les ADF peuvent se localiser. Ça veut dire qu'on est en train de les chasser. Et ça, c'est dans la stratégie presque ougandaise. De la même manière qu'ils ont chassé Joseph Kony et avec les LRA. Les LRA, bien sûr. Ils ont chassé aussi Joseph Kony du territoire ougandais jusqu'à ce que Joseph Kony puisse maintenant se retrouver vers la République centrafricaine ou peut-être vers le Soudan du Sud. Donc, ça, c'est une stratégie connue de tous. Et même si on ne comprend pas, on peut se faire couvrir exactement de l'aide. Et exactement, c'est l'aide parce que aussi la RDC n'avait pas cette capacité même de frapper le rare qu'on a essayé de frapper. Donc, voilà comment l'Ouganda ne peut pas être donc exclu de cette situation de sécurité, de ces manœuvres qui se passent au niveau de l'Est de la RDC. Alors, quelles sont les solutions vraiment pour mettre complètement fin à cette situation de sécurité qui a trop perduré pendant plus de 3 décennies? C'est le même cycle qui se répète. Donc, on manque quoi faire. Qu'est-ce que vous proposez en tant qu'analyste et enseignant en relations internationales? En fait, comme analyste en relations internationales, le problème du dominé
réside dans le dominé lui-même. Donc, quand tu es un vassal de quelqu'un, ou si tu es, je ne sais pas, son esclave, à jamais, le boss ou le colonisateur ne dira jamais à l'esclave que je t'ai fait souffrir longtemps. Mon ami esclave, je peux te libérer maintenant. Il ne le dira jamais. C'est à l'esclave de prendre conscience de son état et de chasser ou de demander quand même la libération. De ne pas s'apitoyer sur son propre sort. Voilà. Donc, voilà l'élément. Autrement dit, pour un français facile, il faut que le Congo puisse prendre sa conscience. Le Congo doit se réveiller. On a un Congo fort. Et tout le monde le sait. Ce n'est pas qu'on ne connaît pas la force de la RDC. Le mal, c'est que, exactement, le Congo sait que le Rwanda ne passe seul dans ses manœuvres. Le Rwanda avait à côté des multinationales, des sociétés multinationales. Le Rwanda avec certains dignitaires au niveau international, au niveau peut-être de l'Amérique, au niveau de la France, au niveau de l'Union européenne. Ça, on connaît ça. Mais il faut que la RDC puisse dire, OK, de cette même manière, vous savez, la scène internationale, c'est une jungle. Et il faut qu'on se dise vrai. C'est une jungle. D'ailleurs, je me souviens du discours du président français qui disait que le monde est constitué des herbivores et des carnivores. Et des carnivores, exactement. C'est une jungle. Tout simplement parce qu'il faut que tu sois à mesure de ne pas se faire consommer par les carnivores. Si tu es vraiment peut-être l'animal le plus faible, il faut faire tout le moyen aussi de devenir un carnivore. OK? Vous savez, on peut devenir carrément qu'on était un herbivore. Et ça, c'est à la RDC de le faire. Donc, il faut que la RDC puisse chercher comment cela peut aller. Et ce n'est pas au Rwanda de le dire, c'est aux Congolais eux-mêmes de le dire. De décider pour qu'on puisse aller vers cette fête de l'aliénation. L'aliénation, et c'est aux Congolais de dire, en tout cas, finish. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est le problème de l'homme politique congolais qui laisse à ce que la RDC ne s'affirme pas en tant qu'une nation forte, capable de se défendre face à tous ses ennemis-là? Et quelque part, oui. Parce que le Congolais lui-même a tendance à trahir peut-être sa nation. Et pourquoi je le confirme? On ne peut pas s'imaginer la façon dont un homme hautement placé tel que Nanga est venu se retrouver du côté du M23. Alors qu'il assumait de hautes fonctions. Oui, un Congolais de ça. Ça, c'est un. Deuxième chose, il y a eu beaucoup, à part Nanga, il y avait d'autres qui sont venus de Kinshasa pour aller se retrouver encore à Bunagana. Ils sont des Congolais, ils sont des Kipusi, ils sont du Bakongo, ils sont du Katanga, et je passe. D'autres sont exactement du Nord Kivu. Et donc cette histoire, c'est aussi l'homme congolais qui et comment cela doit aller. Donc les gens, ils ont la loi de la rébellion, qui une fois vous passez par la rébellion et que vous gagnez, vous allez vous partager les bitais au détriment exactement de la population congolaise. Ce qui fait que ça bloque beaucoup. Alors, donc tout ça, c'est tout simplement le discours du chef de l'État que nous analysons dans les profondeurs de ces discours. Je disais que par secteur, chaque ministère devrait prendre sa part et aller prendre ou disons, formuler à terme de politique publique et chaque mot que le chef de l'État a essayé de lasser. Merci. Rappelons que vous
vous êtes enseignant à l'université officielle de Rwenzori, mais également analyste indépendant. Nous sommes avec la Mateso. Sur ce plateau, avec nous, nous sommes en train de parler par rapport au discours du président de la République et à la nation qui s'est tenu, c'était hier, mercredi 11 décembre. Alors, revenons sur vraiment ce que doit faire vraiment l'homme politique congolais pour renforcer notre arsenal militaire au sein de nos services de sécurité. Parce qu'il semblerait qu'il y a quoi des difficultés au niveau de notre armée où il y a beaucoup de problèmes sur le plan logistique, sur le plan du personnel. Alors, que doit-on faire vraiment? Je crois que l'opération a déjà commencé ici. Et vous savez, il y avait une opération d'identification du militaire. On voulait simplement connaître, tu es militaire, tu es général, comment tu as eu ces grades, d'où es-tu venu, quelle est ton école de formation, 18. Donc, le recensement général. Le recensement général, c'est de la manière qu'on... Alors, déjà, je vais m'excuser devant l'armée. Ça, c'était l'objectif exactement de cette armée-là. Donc, il faudrait qu'on continue. La politique doit soutenir exactement cette opération de telle manière que ça ne soit pas un truc de commencer et qu'on va encore abandonner dans un laps d'état. Peut-être que l'opération de la guerre, ou disons, ces attaques ont essayé encore de quoi dans cette opération, mais il faudrait qu'une fois peut-être, si c'est la guerre qui a essayé de stopper cette opération, il faut que ce processus-là puisse continuer. Le processus après la victoire de la RDC. Alors, donc, il faudrait qu'on aille sur ces volets-là. De deux, il faudrait qu'on continue exactement à sécuriser même le Wazalendo. Je voudrais que le Wazalendo soit toujours un corps à part, qu'on ne le mêle jamais avec les réservistes. Les réservistes, qu'on ne le mêle pas avec les actifs, de telle manière que quand ils seront toujours là, ils ne seront pas, parce que naturellement les réservistes, les Wazalendo, ce sont des natifs. Ce sont des gens qui ont l'amour de la patrie. Ce ne sont pas des gens qui en 90%, même si on peut trouver peut-être aussi des Wazalendo fabriqués par le Rwanda. De toutes pièces. Mais on sait que quand même les Wazalendo se disent être vraiment des Congolais. Cela permettra à être, disons, émir de chaque fois toujours filtrer l'armée. Parce que vous imaginez, il arrivait à un moment donné où les Wazalendo aussi pouvaient se dire un jour, nous ne reconnaissons pas les cessez-le-feu qui a été signé avec les Rwandais et le gouvernement congolais. Ok, à ce niveau-là, même la RDC pouvait dire comment nous gérons cette question-là. Et puis ça crée d'autres problèmes. Et la seule manière de vivre avec ces Wazalendo, dans ces manœuvres qu'ils sont en train de faire, c'était de dire exactement, bon, nous notre armée est en état de stand-by, mais les Wazalendo qui sont des patriotes, et ils sont en train de chasser exactement l'ennemi de leur territoire. Voilà. Et ça, c'est une manière de faire. Alors ce Wazalendo là n'est pas aussi notre problème que notre gouvernement est en train de créer. Comment gérer ces Wazalendo, leur prise à charge, donc la gestion de ces Wazalendo là, parce que c'est déjà, on commence à avoir des effets notamment dans les villes de Goma, Butembo. Il y a une insécurité grandissante où on est en train de pointer du doigt ces Wazalendo. Pas forcément. Il y a d'abord un arsenal juridique qui est déjà fait. Il y a déjà des textes sur le Wazalendo. Et donc sur ce plan, c'est bien fait. Parce qu'il y a déjà un cadre
juridique de réglementation de Wazalendo. Je crois que ce qui reste, c'est plutôt quoi? La façon de maintenant d'appliquer les textes. Et je n'ai pas encore eu la grâce de lire les textes, mais je sais qu'il est déjà promulgué. Mais il faudrait qu'on dise qu'est-ce qui a été prévu pour qu'on applique ça concrètement. Parce que bientôt le match va finir, comme nous pouvons le voir. Hein, l'intérêt va se vider, il y aura un gagnant, il y aura un perdant. Mais dans ces jeux-là, où est-ce qu'on va mettre alors? Parce que tout le monde, nous ne croyons pas qu'ils vont mourir là-bas. Non. Vous voyez? il y aura après la guerre, il y aura toujours des Wazalendo qui vont exister. Alors, comment nous allons les gérer? Leur prise à charge. Leur prise à charge. Et je dis que bien, le texte est déjà là, mais il faut maintenant qu'on l'applique comme maintenant, et même la période de post-conflit, il faut qu'on sache comment cela va se présenter. Je crois que pour aujourd'hui, la seule question qui se pose, c'est de dire comment les gérer à période de guerre maintenant. Parce que la suite, s'ils ne sont pas bien pris à charge dans la période de post-conflit, alors il y aura beaucoup de problèmes. Il y aura beaucoup de problèmes. Et ça, nous le donnons dans une perspective de victoire des FARDC sur les M23. Mais alors, qu'en sera-t-il maintenant si exactement ce sont des qui viennent gagner du terrain? Nous ne le souhaitons pas. Mais dans cette logique, comment allons-nous gérer? Parce que diriger, c'est prévoir aussi. Oui, il faut qu'on y passe déjà. Les M23, s'ils gagnaient les terrains, ces gens seront repoussés. Ok? Attaquer réservistes. Les FARDC et aussi le vont reculer. Ok? Et alors, ils vont partir, là qu'ils peuvent aller, les uns peuvent intégrer même l'armée qui va se créer. Est-ce que aussi les Wazalendo seront encore des Wazalendo aux côtés des M23 ou sorte de ces nouveaux gouvernements qui viennent de s'installer pour exemple. Être Mouzalendo contre qui alors que ce sont des envahisseurs? Merci l'enseignant. Oui. Alors, revenons toujours sur les discours de la nation du président de la République. Il a beaucoup évoqué beaucoup de questions sur plusieurs secteurs, notamment par rapport à l'économie, l'enseignement, l'agriculture. Alors, revenons sur l'enseignement. Le président a montré qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis. Il a évoqué notamment la gratuité de l'enseignement. Il a parlé aussi de la situation des professeurs et qu'il y a des mécanismes qui sont en train d'être faits par les ministres de l'ESI pour les mettre dans de bonnes conditions de travail afin qu'ils puissent être capables de donner à la jeunesse congolaise une éducation digne de son nom. Alors, qu'en pensez-vous par rapport à l'éducation nationale dans notre pays en général? Un auteur avait dit que si vous voulez tout bousiller, vous voulez abîmer un État, vous voulez le coloniser, il faut d'abord coloniser ce système éducatif. Ça veut dire que l'éducation, c'est le moteur de tout développement. Pourquoi? Parce que nous voulons avoir des ordinateurs. Les ordinateurs seront faits par des gens qui connaissent les matières qui doivent composer l'ordinateur, bien sûr. Exactement. Nous voulons avoir des belles routes. Le route demande des ingénieurs qui ont été formés à l'IBT pour, je ne sais pas, dans d'autres institutions. Et ainsi de suite. Nous voulons être des patriotes. Il faut qu'on vous enseigne le patriotisme. Et c'est là de le bas âge jusqu'à l'âge avancé. Alors, et là, nous avons encore un problème. L'élément peut-être le plus sûr, c'est que le président de la République, il a fait ce qu'on appelle la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école, l'école élémentaire, l'école primaire et presque même, je crois, maternelle. C'est un élément qu'il faut saluer.
Mais le problème, c'est que il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement. Pourquoi? Parce que vous imaginez avec la gratuité, même le berceuse qu'on avait, on ne le trouve plus. Ils sont rares, elles sont devenues rares. Ok? Et une école ou une salle de classe peut avoir maintenant une soixantaine. Quarantaine des écoliers. Et classe si qui le était plan pédagogique, si le plan pédagogique, c'est une anomalie. Une anomalie parce que l'enseignant sera dans l'incapacité de contrôler tous les écoliers. Ça, c'est un. À ce niveau-là, le problème, c'est quoi? C'est l'infrastructure. Et ça veut dire qu'il faut encore dédoubler les classes. Ça, c'est un. Et quand vous dédoublez les classes, cela demandera que vous puissiez encore avoir à côté de cette classe un enseignant. Donc, ajouter du personnel. Il faut encore aussi ajouter du personnel enseignant. Alors, vous imaginez, il n'y a pas eu un mois que la grève a pris fait au niveau de l'école primaire. De la même manière que aussi, la même grève vient d'être lancée au niveau de l'école secondaire. Non, au niveau à l'université, bien sûr. Au niveau universitaire, la grève vient d'être aussi lancée. Revenons peut-être à l'école primaire. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont toujours de nouvelles unités, qui sont fonctionnels, qui viennent de faire 10 ans. Les NI. Les NI, ok? Ils fonctionnent dans des écoles aussi non connues, pourtant des écoles publiques. Comment on va gérer ça? Et donc, c'est aussi un autre défi que nous avons dans les programmes du gouvernement et même dans les discours. Donc, pour des aspects où il faut jeter des fleurs, il faut qu'on les dise. Pour la gratuité, c'est bien, mais il faut qu'on fasse encore et pas de plus, et surtout l'accompagnement de cela. Et on a quand même, avec le Fonds social, il y a certaines infrastructures qui ont été construites. Et là, on peut quand même s'en féliciter. Mais le problème de la prise en charge des enseignants pose aussi problème. Faudra-t-il dire que les budgets... Les infrastructures ne sont pas encore suffisantes. Et moi, je suis passé par le territoire de Loubert, où même certains députés se donnent le luxe aussi de créer ou de faire quoi? De construire des écoles. Vous trouvez quelqu'un qui va vous dire que cette école est à Pisé, c'est-à-dire à bois. Et alors, il dit non, moi je veux construire pour vous peut-être 2 salles, 3 salles de sa capacité. Vous imaginez que nous sommes en train d'aller, nous sommes en train d'échanger ou nous dévions les objectifs ou les missions de chaque pouvoir. Parce qu'il y a un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif. Les parlementaires ont le pouvoir de contrôler l'exécutif. L'exécutif et le gouvernement général. Et obligatoirement légiférer les lois. Mais dès que maintenant les législatifs commencent à faire le travail de l'exécutif, eh bien ça cloche. Alors, c'est pourquoi moi je me dis que il faut à un moment donné songer aux infrastructures et construire, si possible, d'autres écoles. Alors, faudra-t-il dire que le budget alloué à l'enseignement n'est pas conséquent pour prendre en charge tous ces éléments-là, notamment les personnels enseignants, les infrastructures viables? C'est ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'au niveau de l'enseignement, il faudrait qu'on dédouble. Il y a même au niveau, parce qu'on connaît qu'actuellement, le gros du budget va dans la sécurité. Dans la défense. C'est là que va le gros du budget. Mais on ne tardera pas aussi à dire la façon dont on gère le faux au niveau de Kinshasa. Parce que Kinshasa, qui est le centre institutionnel des institutions, prend presque les 60% ou 50% du budget national. Et le Parlement, vous trouvez qu'à un moment donné, on donne à des députés des jeeps, ok,
Et au niveau de l'exécutif, les cabinets, les ministres, ce sont des cabinets bidons, ils sont nombreux. Et au niveau de... En fait, il y a beaucoup de... Donc, nos institutions consomment, mais en tout cas, ils ont un budget. Vraiment, ils sont budgétivores. Et les institutions sont budgétivores au niveau de Kinshasa. Et ça a été démontré plusieurs fois. Et j'estime que cette manière de consommer l'argent comme de l'arachide au niveau de Kinshasa doit changer. Parce que l'intérieur en a beaucoup besoin de ces budgets-là. Il y a tellement de défis à l'intérieur du pays. Et ce qui passait dans la révision, même si peut-être on ne parlera pas de cela, c'est là qui passait que dans la révision constitutionnelle, il faut, ou disons le changement de la constitution, il faut qu'on délocalise certaines institutions de Kinshasa. Moi, je suis d'accord avec ça, pourvu que même peut-être que le budget que le Parlement a toujours consommé au niveau de Kinshasa puisse être maintenant consommé dans une autre ville. Cela créera des centres et des pôles de développement un peu partout dans la République. C'est-à-dire, si on plaçait par exemple le Parlement au niveau de Kisangani, et on trouvera que Kisangani va se développer, l'argent qui serait consommé à Kinshasa par les parlementaires devient maintenant se consomme au niveau de Kisangani. Exactement, avec des effets sur peut-être l'Est. Et Butembo, Beni et disons Bunia peuvent aussi bénéficier de ces effets de consommation et de cette monnaie ou de ce budget que le Parlement peut utiliser au niveau du... Et si nous plaçons par exemple la justice au niveau de peut-être de Koloesi ou de là-bas vers la Siechaba, les choses peuvent marcher dans ce sens-là. Et donc voilà comment moi je prévois de telle manière qui est équilibre au niveau de la répartition équitable des ressources nationales. On peut aussi créer des points de développement, des points sur lesquels on peut, le développement peut s'appuyer. Parce que si on continue dans cette logique, on a qu'un seul point de développement qui est Kinshasa. Voilà. Et parce que déjà les 54% peuvent se bousiller à Kinshasa. Certainement, et même il y a certaines langues qui se déliquent. Tant donné Kinshasa, c'est la République, on ignore qu'il y a toute une grande partie. Et c'est là le langage même des Kino. Vous trouverez les Kino, il faut dire Banamboka, les Mokatiens, et les hommes de l'intérieur, comme si aussi l'extérieur. Alors, ils sont tous. Et ce sont des langages qui ont tendance à tenir l'image même des autres qui vivent dans les provinces. Comme si Kinshasa était le pays. Alors que Kinshasa, si l'argent est à Kinshasa, il y a l'intérieur, les Congolais qui a l'intérieur qui donne cet argent à Kinshasa, malheureusement avec toute le quantité de provinces qui ne reviennent pas. Alors, la rétro ne revient plus de Kinshasa et ça devient un truc qui complique tout. Continent. Est-ce que l'administration, soit la politique actuelle est vraiment, on peut dire, adaptée à la situation géopolitique de notre pays? Et je crois non. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. C'est tout simplement une gestion. Et nous ne sommes pas les seuls pays, être pays continent. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a un certain, le Canada est là, la Russie aussi, il y a la Chine, il y a les États-Unis. Nous sommes, nous ne sommes pas aussi à l'écart de l'Algérie. Okay? Mais il y a certains analystes qui pensent qu'on peut faire le fédéralisme alors pour booster le développement. Je dis bien que ça, c'est leur avis, on doit respecter. Mais je dis que ce n'est pas quelque chose qui va nous amener à faire quoi? À réussir. Okay? Si on peut, est-ce que le problème, c'est le fait qu'on ait
dans un État unitaire décentralisé qui fait que le développement ne soit pas là, alors que la constitution actuelle visait encore le développement. Ouais. Que ce soit aussi la constitution qui va consacrer le fédéralisme, encore que nous avons les mêmes têtes, les mêmes hommes, vous trouverez que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Et la conséquence sera que multiplier les États, parce que dans le fédéralisme, il y aura des États fédérés. Okay? Nous aurons donc multiplié des États fédérés pour ne rien faire, peut-être tout simplement pour chercher l'argent aux différents parlementaires qui vont exister dans ces États fédérés, ou bien donner de l'argent à ces gouverneurs qui vont rester dans ces États fédérés. Et donc, encore, nous serons toujours plus loin du pari que nous sommes en train de viser. Voilà. Merci, monsieur l'enseignant, pour vos analyses enrichissantes. En fait, dans ce même volet de l'éducation, alors que peut faire notre gouvernement vraiment pour que l'éducation soit vraiment parmi les domaines prioritaires même au sein de notre politique nationale, dans notre budget national qu'on a mis, puisque un budget conséquent pour permettre à la jeunesse congolaise, aux étudiants, aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Mais également, je vais revenir aussi sur notre système éducatif. Est-ce que notre système éducatif est aussi adapté? Exactement, je voulais aussi m'en revenir là-bas. Nous devons réviser notre système éducatif. Le premier, dans ce système éducatif, premièrement que nous devons changer, c'est les enseignements. Les enseignements. Nous sommes beaucoup restés sur les enseignements purement théoriques. C'est-à-dire, on nous apprend, et ça c'est l'EPI. Vous avez étudié l'EPI lors de et il y a l'étagent, il y a le cotagent. Et nous avons retenu des formules mathématiques, exactement. Mais sur le plan pratique, nous ne savons pas comment. Nous avons du mal à les utiliser. C'est un défi. C'est un défi parce que jusqu'aujourd'hui, il y a certains intellectuels qui se demandent pourquoi ils ont appris ça, parce que cela dans leur bio. Oui. Donc, il y a certains éléments que nous devons changer. Alors, l'élément qu'il faut maintenant intégrer, donc, amenons l'enseignement dans la pratique. Et c'est pourquoi j'encourage les écoles techniques. Donc, actuellement, le monde est purement technique. Okay? La pratique est tellement coûteuse parce que ça demande des matériels. Et ça va demander des matériels parce que dès que vous prenez un chemin long, il faut vous apprêter, il faut apprêter vos jambes. Ok? Ouais. Donc, si nous changeons, nous devons nous adapter aux exigences que cela va demander. Et donc, on change l'enseignement à un enseignement purement technique. Mais exactement, on ne peut pas laisser l'enseignement théorique. Donc, disons, à terme simple, que nous devons consacrer un enseignement qui demande plus de pratique que de théorie. Et c'est là, de l'école primaire à l'université. C'est ça ce qui est en train de se faire à l'université avec le système LMD. Le système LMD, oui, mais ça ne marche pas. Parce qu'il y a même, nous avons créé exactement le système LMD, mais un système LMD où on n'avait pas encore eu des ateliers, on n'avait pas encore eu des écoles professionnelles. Mais maintenant, les écoles professionnelles se recherchent. D'ailleurs, des écoles professionnelles qui ne répondent pas aux caractéristiques des écoles professionnelles. Donc, voilà autant de problèmes que nous avons. Donc, il faut changer cela. Deuxième élément qu'il faut utiliser, il faut ajouter, c'est le patriotisme. Le patriotisme manque dans le tête des Congolais. Ok? Je m'excuse, ce n'est pas que tout le Congolais est en manque, mais quand on voit les décrets de détournement, quand on voit la saleté qui gangrène nos villes,
qui est le résultat même des citoyens congolais qui jettent des déchets dans des caniveaux ou devant leur porte. Quand nous voyons les constructions anarchiques, quand nous voyons, disons, le vol, ou disons la façon dont les institutions sont gérées, on met les frères de X et de Y, et ainsi de suite, le népotisme, le manque de transparence, ça traduit exactement le manque de patriotisme. Parce que le patriotisme aurait dû nous former sur tous ces aspects, de telle manière que l'individu est dans sa tête, est dans son sang, surtout le blanc. Ça, il faut encore qu'on revienne sur ça. Malheureusement, le patriotisme exige à ce que quand vous l'enseignez, il faut maintenant être le premier à être pareil. Exemplaire. Parce que vous n'allez pas me dire de ne jamais voler, alors que vous êtes le premier. Le lendemain, on constate que c'est vous qui avez détourné les 12 millions qui devraient aider à la construction des écoles, des forages ou je ne sais pas. Donc, ce sont ces éléments-là qu'il faut ajouter. Au niveau de l'université, vous imaginez comment on peut maintenant arriver à une grève. Et cela, plusieurs années. On parle des histoires de Bibois, on parle des accords de il y a des états généraux qui se font. Il y a des états généraux qui se font. Oh là là, c'est plus pire. Pourquoi? Parce que quand vous dites que vous êtes au niveau de l'université est là pour exactement la création. Il faut qu'un universitaire soit capable de créer et trucs. Et devant ces micros que je suis en train d'utiliser, vous pouvez trouver quelqu'un qui ne sait pas comment on les fait au niveau de l'université. Mais et même s'il peut le connaître, quand il va dire ok, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Il faut dire, nous t'avons déjà formé, c'est à vous de faire quoi? C'est à vous maintenant de traduire votre connaissance. Il dit, moi je connais comment le faire. Vous savez pourquoi les Européens volent les cerveaux? On parle de fuite des cerveaux, c'est-à-dire des têtes. C'est tout simplement, pas seulement qu'on va t'appeler, on va t'appeler pour que tu restes au niveau de l'Europe, de la même manière que tu es resté au niveau de l'Afrique. Mais au niveau de l'Europe, on va tout simplement dire, monsieur, tu es capable de quoi? Dis-moi, je suis capable de ceci, de ceci, de ceci. Ok. On va aussi te demander la question. Est-ce que tu peux nous créer un truc de ce format? Ok? Mais tout ce que tu auras besoin, ok? Nous allons te le donner. Sur tous les plans. Surtout le plat. On dit, tu dis, on a besoin de quel minerai, par exemple? On a besoin de l'uranium. Ils feront tout le moyen d'aller trouver Tchingolob. Ils feront tout le moyen d'aller trouver le Niger. Ils feront tout. Et on va vous donner l'uranium. Et par conséquent, tu vas faire un truc. Parfait. Donc, faudra-t-il dire qu'il il faut quand même une politique d'accompagnement des intellectuels? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les bourses qui existent, ce sont des bourses occidentales. On va vous dire que non, il y a le gouvernement coréen, le gouvernement russe, malheureusement les bourses qui ne se trouvent qu'à Kinshasa. On va vous dire pour avoir tout le monde. Oui, on va vous dire que pour avoir accès à ces bourses étrangères, il faut être à l'ambassade ou il faut arriver au ministère des Affaires étrangères. Depuis que l'homme de Mangroujipa, je m'excuse parce qu'il est là, il va arriver à où c'est? À Kinshasa, encore moins que les aéronefs n'existent pas, les avions. Bien sûr. Les moyens de déplacement cause problème, de communication. Même quitter Mangroujipa jusqu'à l'aéroport de Goma. C'est tout un problème. Oui, il y a le MV3. Et donc, l'impraticabilité des routes. Oui, à un moment donné, il faut qu'on change le système. Et c'est pourquoi vous trouvez les rares de personnes qui auront accès à ces bourses, ce sont les Guinois, les fils des ministres. Parce que le ministre va dire, ok, je ne vais plus même bousiller mon argent pour que je fasse étudier mon enfant. Je vais tout simplement l'aider à faire quoi? À postuler. Je vais l'aider à accéder
à ces bourses, et vous trouvez que les mêmes personnes sont en train de faire quoi? De gérer le pays. Et vous savez, tel père, tel fils, quand il arrive, comme papa avait volé, le fils il viendra pour voler. Faire la même chose. Oui, alors qu'il y a des gens qui peuvent, ils sont exactement dans la brousse, mais ils partent avec une colère qui veut dire, nous voulons ça, ok? Sont rares des gens qui sont nés dans la misère et qui, quand ils vont arriver, ils vont dire, alors c'est notre tour, nous allons voler. Lui, il arrive avec l'esprit selon lequel il faut que là-bas ça change pour qu'on ait tous des avantages. Voilà au moins la différence entre la façon de distribuer même ces bourses-là au niveau de la RDC. Donc vous ne trouverez, Je crois que deuxième élément. Il faut avoir un portable, et et tout ce que cela exige, les gens ne sont pas encore formés sur ces éléments-là. Parce que tu peux ouvrir peut-être un lien, mais le lien va vous amener à plusieurs autres options que les autres ne sont pas en mesure de faire. Il va vous dire, faites ceci, faites ça, alors que vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ainsi que les seules bourses qui peuvent exister sont bousillées exactement par les seuls. C'est réservé à une catégorie de personnes et non pas à tous les Congolais. On ne donne pas cette chance-là à tous les Congolais. Donc si on peut donner cette chance-là, il faut qu'on ait aussi des bourses congolaises. Ok? Il faut qu'on ait des bourses congolaises et dans lesquelles tout le monde peut se retrouver entre guillemets. Voilà. Alors, parlons aussi, et puis à finir ça, parce que nous sommes presque à la fin de notre émission, de la viabilité de nos universités. Parce que aujourd'hui, les diplômes congolais causent des problèmes. Ils ont du mal et on a du mal à accepter nos diplômes au niveau international. Blesse. C'est quoi le problème? Et il ne faudrait même pas parler aussi du Congo, c'est presque pour l'Afrique. Ok? Pour l'Afrique en général. Le Congo peut-être peut faire une exception, mais pour l'Afrique en général, parce que vous ne serez pas surpris que quand vous avez maintenant votre bac et que nous appelons le diplôme d'État, on a tendance, quand vous arrivez encore à l'étranger, on a tendance à minimiser ces diplômes. Alors que ça vous a fait souffrir quand vous étiez au niveau du Congo. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Et on nous dit qu'il faut être sur les standards internationaux. Oui, les standards internationaux. C'est quoi exactement? Ça veut dire qu'il faut entrer dans le système LMD. D'aider. Vous arrivez, parce qu'on ne sait pas parfois la politique internationale comment elle est. Vous trouverez dans un état où on vous dit que vos cours que vous avez appris là-bas, ça ne se retrouve même pas ici. Alors, ça devient compliqué. Et donc, il faut encore une sorte de mise à niveau. Ouais, ok. Cette mise à niveau qui consistera à ce que on commence à vous enseigner encore un A à D. Ok. Même le français que vous parlez a une mauvaise tonalité. Ok. Et puis l'anglais, parce que actuellement c'est le standing. L'anglais, vous ne connaissez rien. Et il faut qu'on vous enseigne de nouveau. Donc, il y a beaucoup d'éléments que nous devons encore faire dans ces pays si nous voulons quand même aller sur ces standings internationaux. Mais au moins, nous avons déjà commencé. Et ce qui fait que au moins les gens reconnaissent qu'il y a une RDC quelque part. Et il y a des professeurs qui sont en train d'enseigner. Il faut un travail de titan. Le mal, c'est qu'ils ne sont pas bien encadrés. Vous savez, au niveau de la RDC, un professeur a le rang de ministre. Bien sûr. Ok? Ce qui veut dire qu'il a un rang de ministre, le même avantage qu'aurait
est ministre, le professeur devrait en avoir. En Mais vous trouvez comment on le paie? On le paie à monnaie de singe. Et la logique, c'est qu'il ne se donne pas. Lui, il se sent marginalisé. Il n'est pas dans cette classe-là à laquelle il espérait, parce que c'est une élite, formateur des formateurs. Et vous trouvez que les professeurs sont devenus maintenant le rare, qui deviennent maintenant au service des gens qui n'ont pas étudié. Ils deviennent les directeurs de cabinet dégradués. Vous voyez, les directeurs de cabinet dégradués. Les directeurs de cabinet délicenciés qui s'affoutent de ses compétences. OK? Et c'est comme ça, il faut dire, bon, OK, au lieu de 0, vaut mieux justement M1 que tu peux avoir. OK? Et c'est comme ça qu'ils vivent. Et vous voyez, quand on fait une grève, ce n'est pas parce que ils ne voient pas tout cela, mais c'est parce qu'ils voient la façon dont ils vivent. Donc, la vie, elle est devenue trop chère. Trop cher. OK? Vous allez payer un ministre, lui, à dollars, mais vous payez un professeur à francs congolais à qui ne francs respecte congolais. même pas les taux du jour. OK, c'est notre monnaie, mais les taux, ça va frapper tout. Donc, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la RDC sur ce plan éducatif de l'enseignement. Les universités aussi devraient être construites. Vous imaginez, à l'époque de notre ministre Famen Zangue, comment dans la ville, dans beaucoup de villes, les facultés ont été concaténées. Et cette concaténation a amené à ce que les étudiants qui étaient, par exemple, je vous donne le cas de certaines facultés comme la faculté de médecine, les gens qui étaient de la faculté de médecine, qui avaient une vie modeste, quand vous pouvez les mettre à côté d'une université et qu'on croyait être la plus équipée, cela créait une sorte de déphasage. Certains ont abandonné purement et simplement les études. Alors, la politique, c'est quoi? La politique, ce n'est pas qu'avoir plusieurs universités qui fait défaut. Non. C'est la façon dont vous équipez ces universités pour que ces universités répondent aux besoins réels disons, de la population. Et alors, parce que c'est normal. Il y a des universités qui ont été concaténées, c'est-à-dire une façon de le mettre ensemble, mais qui avait créé ces universités. C'est l'État, c'est le ministre lui-même qui a fait les arrêter. Et comment exactement? Selon le principe de parallélisme des fois des formes, où disons, la même autorité doit prendre la même décision. OK, pour retirer disons, ces arrêtés au niveau de ces universités-là. Oui, il faut maintenant interroger le passé. Pourquoi celui-ci a pris l'initiative de créer cette université? La chose que maintenant le suivant va venir abîmer ou disons retirer. Ce sont des questions de fond. L'éducation est devenue comme un fonds de commerce actuellement, où les gens se donnent à créer des universités rien que pour les buts lucratifs. Les buts lucratifs, une université publique. Une université publique, si c'était peut-être privé, mais une université publique, ça veut dire que l'État lui-même prend l'engagement de créer cette université, il va mettre les moyens, il va payer ses enseignants, et ainsi de suite, pour que l'université réponde aux besoins de la nation qu'il aurait créée. Et quand vous commencez maintenant à fusionner les écoles, à annuler d'autres facultés qui ont été peut-être créées, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire qu'on est devenu plus intelligent que tout quiconque? Non, le moyen le plus important, c'est d'abord doter ces écoles. Les équipements. Il faut les équiper, puis créer. Donc, vous avez créé. Mettre les personnels dans de bonnes conditions favorables. C'est ce qu'il faut. Exactement. Parce que
vous avez déjà créé les écoles. On ne dit pas que vous n'avez pas droit de retirer ces arrêtés. C'est un droit dans la gestion des universités. Mais il ne faudrait pas que retirer devienne votre travail. Non. Le travail doit être comment maintenant viabiliser ces universités qui ont été déjà créées. OK? Alors, parce que vous allez voir que de la même manière que vous avez retiré les universités pour les mettre là où il y a, pour mener ces étudiants, là où il y a d'autres universités, la question c'est de dire, est-ce que là où que vous avez mené ces étudiants-là, est-ce que aussi vous avez doté ces universités pour que ces universités deviennent le plus performantes, le plus possible. Vous trouverez que ce n'est pas encore non plus le cas. Et donc, ça devient le sort de ces universités-là où on a retiré les étudiants. Bon, le sort de ces universités où on a retiré les étudiants, c'est normal. Ça veut dire, autrement dit, que l'État va les gérer. Parce que le personnel... le personnel est pour l'État. L'État est celui qui gère le personnel. C'est lui qui connaît que, ok, moi je veux soit continuer à vous donner mon argent gratuitement, ce qui est une erreur. Ok, mais la logique c'est que moi je vais vous retirer les étudiants et je vais soit vous affecter dans ces universités où je viens d'amener les étudiants, de telle manière que vous continuez à aller prester dans ces universités. Voilà la façon. C'est simple, c'est calcul simple. Parce que vous ne pouvez pas retirer ces universités et ces étudiants. L'erreur n'est pas des enseignants. L'erreur, c'est pour toi. C'est pour le gouvernement qui est censé mettre ces universités. Non, d'abord, la première chose qui a créé les universités, et deuxièmement, qui doit créer des mécanismes pour viabiliser ces universités. Merci, monsieur l'enseignant. Merci pour vos analyses. Ça a été un grand plaisir de vous accueillir sur ce plateau. C'est notre émission vraiment Grand Débat Citoyen. Nous avons accueilli sur ce plateau l'enseignant Élisée Kasereka Mateso. C'était chef de travaux à l'université officielle de Rotary dans la faculté des relations internationales. J'ai été à la présentation de cette émission de Mouvoura Floribert. Chers auditeurs, nous vous fixons un prochain rendez-vous, chers téléspectateurs, pour une autre magazine de l'émission sur la chaîne Pambian TV. Restez scotchés, branchés à nos activités, à nos programmes. Merci. Merci.